Donc, nouveau module, innovation stratégique dans un monde technopolaire. Alors pourquoi ce module? Parce que sans ancrage géopolitique, l'innovation devient vulnérable. Un projet de recherche et développement sans accès fiable aux semi-conducteurs, un modèle d'IA formé sur des données biaisées par un bloc étranger, ou une stratégie cloud dépendante d'un fournisseur soumis à des lois extraterritoriales, autant de risques qui peuvent compromettre la souveraineté d'une organisation ou d'un État. Alors, ce que vous allez apprendre à travers ce module, c'est comprendre les dynamiques de la technopolarité et le rôle des alliances technologiques dans la reconfiguration du pouvoir global. Alors vous allez pouvoir aussi appliquer le cadre de la technopolarité à une stratégie d'innovation nationale ou d'une organisation en identifiant les leviers d'alliance pertinents. Vous pouvez également analyser les implications de la fragmentation technologique, le splinternet, les blocs normatifs sur la compétitivité et la souveraineté technologique. Et enfin, évaluer la pertinence d'une stratégie d'innovation, qu'elle soit publique ou privée, au regard des impératifs géopolitiques, économiques, normatifs du monde technopolaire. Donc au sommaire, nous avons le chapitre 1, la technopolarité, redéfinir la compétition mondiale. Au chapitre 2, nous verrons les alliances technologiques comme levier stratégique. En chapitre 3, construire une capacité d'innovation souveraine. Bien sûr, des encadrés pédagogiques au fil de la discussion, des exercices d'application en fin de parcours, suivis des fiches de récapitulation et les références. Alors commençons tout de suite par le chapitre 1, la technopolarité, redéfinir la compétition mondiale. Donc la technopolarité désigne un nouveau paradigme géopolitique dans lequel le pouvoir mondial ne dépend plus principalement de la force militaire ou de la richesse économique traditionnelle, mais de la capacité à maîtriser les infrastructures numériques critiques. Dans cet ordre, émergents, ce sont les données, les algorithmes, les semi-conducteurs et les plateformes cloud qui constituent les ressources stratégiques fondamentales déterminant non seulement la compétitivité économique, mais aussi la capacité d'un État à protéger sa souveraineté, à projeter son influence et à agir de manière autonome sur la scène internationale. Ce basculement redéfinit les rapports de force. Les États ou les blocs capables de concevoir, de réguler et de sécuriser ces infrastructures technologiques acquièrent un avantage décisif, tandis que ceux qui en dépendent voient leur marge de manœuvre politique, économique et diplomatique se réduire. La compétition mondiale ne se joue donc plus uniquement dans les chancelleries ou sur les champs de bataille, mais aussi dans les centres de recherche en intelligence artificielle, les chaînes de fabrication de puces et les architectures des réseaux de données. Cette transformation impose aux acteurs internationaux de repenser leur stratégie de puissance, non pas en termes de territoire ou de population, mais en termes de capacité à contrôler les flux informationnels, à innover de façon indépendante et à résister aux pressions technologiques exercées par les puissances dominantes. La technopolarité ne remplace pas les anciennes formes de rivalité, mais les recadre dans un espace où la technologie devient le principal terrain d'affrontement, de coopération et d'affirmation de soi. Si l'on peut définir la technopolarité décrit un nouvel ordre géopolitique dans lequel le pouvoir ne se mesure plus seulement par la taille des armées ou le volume du PIB, mais par la maîtrise des infrastructures technologiques critiques telles que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les réseaux 5G et les systèmes énergétiques intelligents. Ce régime international redéfinit les rapports de force en plaçant au centre de la compétition stratégique la capacité d'un État à innover de manière autonome, à sécuriser ses chaînes d'approvisionnement technologique et à projeter ses normes
dans les domaines numériques essentiels. Cette transformation repose sur 3 dynamiques structurelles interdépendantes. La première dynamique est la concentration extrême de certaines capacités critiques. Près de 90% des puces avancées sont produites à Taïwan, rendant l'économie mondiale dépendante d'un point géographique unique, vulnérable aux tensions militaires et aux coercitions étatiques. La deuxième dynamique, cette tendance est la fragmentation croissante des cadres normatifs, où des approches fondamentalement différentes coexistent et s'opposent. L'Union européenne, avec l'AI Act, défend un modèle précautionneux fondé sur des droits fondamentaux et la transparence algorithmique. La Chine privilégie un contrôle étatique strict, intégrant la technologie au service de la stabilité du régime, tandis que les États-Unis adoptent une logique de marché soutenue par des interventions ciblées pour protéger leurs avantages stratégiques. Au-delà de ces cadres normatifs, une fragmentation croissante des cadres normatifs, une troisième dynamique, c'est l'instrumentalisation directe de la technologie comme levier de coercition géopolitique. Illustrée par les embargos américains sur les processeurs graphiques destinés à l'intelligence artificielle ou les restrictions imposées aux entreprises comme celle de Huawei. Ces mesures ne visent pas seulement à protéger la sécurité nationale, mais à verrouiller l'accès aux technologies de pointe en fonction de l'alignement géopolitique, ce qui transforme ainsi les composants électroniques en instruments de pouvoir. Dans ce contexte, la souveraineté technologique n'est plus une option secondaire, mais une condition essentielle pour toute nation souhaitant conserver son autonomie stratégique, sa capacité de décision et sa place dans l'ordre international émergent. La technopolarité est donc un régime géopolitique dans lequel la compétition entre États et alliances se joue principalement autour de la souveraineté technologique, sa capacité d'innovation autonome et la projection normative dans des domaines critiques, que ce soit l'IA, la 5G, les puces, l'énergie, etc. L'asymétrie numérique. La souveraineté numérique dans le monde contemporain se heurte à une réalité structurelle fondamentale, l'asymétrie numérique. Celle-ci se manifeste par une concentration extrême des capacités technologiques critiques, telles que le calcul à haute performance, les infrastructures de cloud souverain et la production de semi-conducteurs avancés, entre les mains d'un petit nombre d'États et d'entreprises, principalement situés en Amérique du Nord, en Asie de l'Est et en Europe occidentale. Cette concentration crée un déséquilibre systémique dans lequel la majorité des pays, en particulier ceux du Sud global, se trouvent dans une position de dépendance stratégique, dépourvue d'autonomie réelle dans les domaines déterminants de la puissance du XXIe siècle. Cette dépendance ne se limite pas à l'importation de matériel ou de services. Elle touche les fondements même de la capacité d'un État à gouverner, à sécuriser ses citoyens et influencer les normes internationales. L'écart ne relève donc pas simplement d'un retard technologique, mais d'une hiérarchie structurelle qui façonne les rapports de force géopolitiques actuels. Cela transforme la technologie en levier de coercition, d'influence et de contrôle. Dans un tel contexte, l'asymétrie numérique ne constitue pas une simple disparité temporaire, mais une condition durable du nouvel ordre technopolaire où la marginalisation technologique équivaut à une perte progressive de l'agence stratégique. En chapitre 2, les alliances technologiques comme levier stratégique. Dans un monde de plus en plus structuré par la technopolarité, la capacité d'un État à innover et à projeter son influence dépend moins de ses seules ressources nationales que de sa capacité à s'intégrer à des alliances technologiques stratégiques. Ces coalitions, ces alliances
ne relèvent plus seulement de la coopération technique, mais constituent des instruments de puissance qui permettent de sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques, de mutualiser les investissements risqués et de promouvoir les cadres normatifs concurrents. Le Trade and Technology Council, établi entre les États-Unis et l'Union européenne, en est une illustration frappante. Il vise à aligner les approches réglementaires sur l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la cybersécurité, tout en offrant un contrepoids coordonné au modèle technologique chinois. Parallèlement, l'alliance Chip4, qui réunit les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, cristallise une stratégie de sécurisation de l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, depuis la conception jusqu'à la fabrication. Face à ces initiatives occidentales, la Chine déploie sa propre vision à travers la Digital Silk Road, route de la soie numérique, qui exporte non seulement les infrastructures 5G ou des systèmes de surveillance, mais aussi un modèle d'État technologique centralisé, intégrant normes techniques et contrôle politique. En réponse, l'Union européenne a lancé le programme Global Gateway, qui propose une alternative fondée sur l'ouverture, la durabilité et le respect de la souveraineté numérique des pays partenaires. Ces 4 axes d'alliance, TTC, Chip4, Digital Silk Road, Global Gateway, dessinent ainsi les contours d'un nouvel ordre technologique multipolaire, dans lequel les normes, les infrastructures et les dépendances industrielles deviennent autant de leviers de souveraineté et de projection géopolitique. La compétition ne se joue plus seulement sur l'innovation elle-même, mais sur la capacité à ancrer cette innovation dans des écosystèmes alliés capables de résister aux pressions extérieures et de façonner les règles du jeu mondial. Prenons le cas particulier de l'Inde entre non-alignement technologique et souveraineté. L'Inde incarne une approche stratégique originale dans le paysage technopolaire contemporain. Elle refuse de s'aligner exclusivement sur l'un des grands blocs technologiques dominants. Plutôt que d'adopter une posture de dépendance ou de confrontation binaire, elle déploie une stratégie multipolaire qui lui permet de préserver une autonomie d'action tout en tirant parti des opportunités offertes par différents partenaires. Elle collabore ainsi avec les États-Unis au sein du Trade and Technology Council, TTC, pour harmoniser certaines normes et renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Elle développe des liens technologiques étroits avec Israël dans le domaine sensible des semi-conducteurs. Parallèlement, elle investit massivement dans les capacités industrielles nationales à travers le programme de production lié aux incitations visant à simuler la fabrication locale de smartphones, de puces et d'équipements critiques. Enfin, elle n'hésite pas à imposer des restrictions ciblées comme le bannissement de dizaines d'applications chinoises au motif légitime de sécurité nationale et de protection de données des citoyens. Cette combinaison d'ouverture sélective, d'investissement souverain et de vigilance stratégique lui permettent de maximiser sa marge de manœuvre géopolitique tout en construisant progressivement une base technologique autonome. Sa stratégie ne repose ni sur l'isolation, ni sur l'alignement, mais sur une diplomatie technologique agile qui transforme la diversité des partenariats en levier de résilience et d'influence. Donc ne confondons pas coopération et dépendance. Dans le paysage technopolaire actuel, la participation à des alliances technologiques ne doit pas être interprétée comme une perte de souveraineté, mais comme un levier stratégique pour renforcer son autonomie. L'objectif n'est pas de devenir un simple relais ou un dépendant passif d'un partenaire plus puissant, mais au contraire de tirer parti de la coopération pour sécuriser ses propres capacités de critique. Cette approche, souvent qualifiée d'allied shoring, consiste à nouer des partenariats de confiance tout en conservant ou en développant une capacité nationale indépendante.
Un exemple frappant en est la technologie du Japon, qui, tout en accueillant les TSMC pour construire une fonderie avancée sur son sol, investit simultanément dans sa propre filière via Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, JASM. Cette double démarche lui permet d'accéder à des technologies de pointe tout en limitant sa vulnérabilité face aux chocs géopolitiques ou aux restrictions d'approvisionnement. Ainsi, la coopération ne doit jamais se confondre avec la dépendance. Elle doit rester un choix stratégique aligné sur une vision souveraine à long terme où la collaboration internationale sert à renforcer et non à remplacer la capacité d'agir de manière autonome. Chapitre 3. Construire une capacité d'innovation souveraine. L'innovation stratégique dans le monde contemporain ne se réduit plus à la simple recherche de percées technologiques, mais s'inscrit dans une logique d'autonomie étatique où la capacité à innover devient un pilier de la souveraineté. Pour y parvenir, les États doivent mobiliser 3 leviers interdépendants qui leur permettent à la fois de maîtriser leur destin technologique et de projeter leur influence dans un ordre international de plus en plus fragmenté. Le premier levier est industriel. Il repose sur l'investissement soutenu dans la recherche et le développement, la construction d'infrastructures critiques comme les fonderies de semi-conducteurs et la formation de talents capables de concevoir, produire et maintenir des technologies avancées en interne. Ce socle industriel permet de réduire la vulnérabilité aux ruptures de chaînes d'approvisionnement ou aux embargos technologiques en assurant une base matérielle indépendante. Le deuxième levier est normatif. Il consiste à participer activement à l'élaboration des standards internationaux, qu'il s'agisse des protocoles techniques définis par l'Union internationale des télécommunications, ITU, ou l'Organisation internationale de normalisation, l'ISO, ou de cadres éthiques promus par l'UNESCO ou l'OCDE, comme nous l'avons vu dans les précédents modules. En influençant ces normes, un État inscrit ses valeurs, qu'elles soient fondées sur les droits humains, la sécurité ou la stabilité étatique. Dans l'architecture même des technologies mondiales, transformant ainsi l'innovation en un vecteur de projection normative. Le troisième levier est diplomatique et repose sur la capacité à nouer des alliances stratégiques, non pas comme des dépendances passives, mais comme des partenariats asymétriques conçus pour protéger les intérêts nationaux. Cela implique de négocier des clauses de réciprocité, de partage de propriété intellectuelle ou de localisation de la production qui garantissent à la fois l'accès aux écosystèmes technologiques mondiaux et la préservation d'une marge de manœuvre stratégique. Ensemble, ces 3 capacités, industrielles, normatives et d'alliance, forment un écosystème d'innovation souveraine qui ne cherche pas l'autarcie, mais l'indépendance par la coopération, permettant à un État d'agir comme un acteur autonome dans la compétition technologique mondiale. Donc 3 dimensions, capacité industrielle, coopération stratégique, création de normes. Les États peuvent non seulement innover, mais le faire de manière souveraine, c'est-à-dire en alignant leurs avancées technologiques avec leurs intérêts stratégiques, leurs principes démocratiques et leur vision d'un ordre numérique juste et résilient. Le rôle des middle powers. Les États moyens, Canada, Corée du Sud, Singapour, Turquie jouent un rôle clé. Trop petits pour imposer leurs normes, trop forts pour être ignorés, ils deviennent des hubs de traduction normative capables de faire dialoguer les blocs. Dans le paysage fragmenté de la gouvernance technologique mondiale, les États moyens occupent une position stratégique singulière. Ni superpuissance dotée d'un écosystème technologique global, ni acteurs périphériques dépourvus d'influence, ils possèdent néanmoins une capacité distinctive à agir comme des intermédiaires
entre les grands blocs normatifs. Leur force ne réside pas dans la capacité à imposer unilatéralement des standards, mais dans leur aptitude à traduire, adapter et faire dialoguer des visions concurrentes. Qu'il s'agisse de l'approche fondée sur les droits humains défendue par l'Union européenne, du modèle étatique chinois centré sur la sécurité, ou de la logique du marché prévalant aux États-Unis, ce rôle de médiation normative est particulièrement visible dans les négociations multilatérales où des pays comme le Canada, la Corée du Sud, Singapour ou la Turquie parviennent à façonner l'agenda sans disposer d'une puissance matérielle équivalente à celle des grandes puissances. Le Canada, par exemple, a su capitaliser sur sa légitimité démocratique et son expertise technique pour jouer un rôle moteur dans les discussions de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle en facilitant le consensus entre des positions initialement divergentes. Cette fonction de hub normatif permet à ces États non seulement de préserver leur autonomie stratégique, mais aussi d'accroître leur influence diplomatique dans un monde où la souveraineté numérique se joue autant dans les enceintes de normalisation que dans les chaînes de production. Donc, dans l'ère technopolaire, la pertinence géopolitique ne dépend plus uniquement de la taille, mais de la capacité à connecter, à traduire et à proposer des compromis viables entre des ordres numériques rivaux. Venons-en aux exercices d'application. De niveau facile, exercice 1. Répondre par vrai ou faux, justifier si faux et justifier si vrai. La technopolarité remplace la géopolitique classique. Faux, la technopolarité ne remplace pas la géopolitique classique, mais la redéfinit. Le pouvoir traditionnel, armée, PIB, territoire restent pertinents, mais il s'articule désormais avec de nouveaux leviers, les données, les semi-conducteurs, les normes numériques. La technopolarité est une évolution, non une substitution. Le TTC vise à harmoniser les régulations UE-États-Unis contre la Chine. C'est vrai, le Trade and Technology Council, lancé en 2021, vise explicitement à harmoniser les approches réglementaires de l'UE et des États-Unis sur l'IA, les semi-conducteurs et la cybersécurité, et à offrir une alternative commune au modèle technologique chinois, perçu comme autoritaire et étatique. Troisième affirmation, l'Inde a choisi de s'aligner exclusivement sur le modèle américain. Comme nous l'avons vu, c'est faux. L'Inde refuse de s'aligner exclusivement sur un bloc. Elle adopte une stratégie multipolaire. Exercice 2, analyse stratégique. Analyser la stratégie d'innovation du Japon au travers des 3C, c'est-à-dire la capacité, la coopération, la création de normes de niveau moyen. Donc, une capacité industrielle. Le Japon a historiquement été un leader mondial en électronique et en matériaux critiques pour les semi-conducteurs. Face à la concurrence taïwanaise et sud-coréenne, il relance ses capacités grâce à la Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, le JASM, joint venture, avec le TSMC, Thaïlande, Corée du Sud, Sony et Toyota. Le gouvernement japonais subventionne massivement la construction de fonderies à Kumamoto visant à produire des puces de 22 à 6 nanomètres pour les voitures et les appareils industriels. Cela restaure une base industrielle souveraine. Mais le Japon, c'est aussi la coopération avec des alliances, des coopérations asymétriques, donc le membre de Chip4, États-Unis, Corée du Sud, Taïwan, pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Partenaire stratégique du TTC UE-États-Unis pour promouvoir des normes ouvertes et sécurisées et collabore avec l'Inde dans le cadre du Quad, États-Unis, Japon, Inde, Australie sur les technologies critiques. Ce sont donc des alliances permettant au Japon de bénéficier d'économies d'échelle tout en conservant un contrôle sur les actifs critiques. Le Japon, c'est aussi à la création des normes. Il promeut des standards techniques dans les domaines où il excelle, matériaux de pointe, les résines pour la lithographie, via des contributions à l'ISO et l'IEC. Sécurité des composants pour l'automobile avec des normes SAE et ISO,
Éthique de l'IA via les Social Principles of Human-Centric AI de 2019, largement aligné sur les valeurs occidentales. Cette stratégie normative lui permet de projeter son modèle technologique comme fiable, de qualité et respectueux des droits. Donc le Japon illustre une stratégie souveraine réussie. Il renforce ses capacités, s'appuie sur des alliances stratégiques et participe activement à la création de normes sans se soumettre à un modèle hégémonique. Exercice 3, élaboration des stratégies. Vous êtes conseiller du gouvernement de Novaterra, un État émergent doté d'une forte communauté tech, mais dépendant des semi-conducteurs étrangers. Proposez une stratégie d'innovation souveraine en vous appuyant sur les alliances existantes. Donc c'est une question, un exercice difficile. Élaborez en 5 axes les stratégies et vous intégrez les 3 piliers qui sont la capacité, la coopération, les normes. Eh bien, une capacité, c'est lancer un programme national de production de semi-conducteurs, cibler des puces inférieures à 28 nanomètres pour les secteurs locaux, énergie, santé, transport, créer un fonds souverain pour l'innovation, développer une plateforme nationale de conception open source pour éviter la dépendance aux logiciels américains. Coopération, rejoindre un des partenariats, le Chip4 par exemple, en tant que membre associé, en offrant des avantages fiscaux et énergétiques pour l'installation de lignes de production secondaire. S'engager dans le Global Gateway de l'Union européenne en échange d'investissements dans une fonderie mixte, pourquoi pas. Participer au Quad Working Group en technologie critique pour accéder à des formations ou des transferts de technologie. Bien sûr, vous adaptez les normes, vous adoptez un cadre national d'IA éthique inspiré de l'UNESCO et vous l'adaptez à vos besoins. Inclusion linguistique, protection contre la colonisation des données. Vous proposez à l'ONU une initiative sur la souveraineté algorithmique pour les pays émergents afin de contrecarrer l'hégémonie normative des blocs UE, États-Unis, Chine et développer des standards ouverts locaux pour les applications critiques, santé, agriculture, en partenariat avec d'autres pays. Enfin, un autre axe, la résilience, constituer un stock stratégique de puces critiques pour 6 mois de consommation, mettre en place un centre national de cybersécurité industrielle pour protéger les infrastructures critiques, et diplomatie technologique, c'est nommer un ambassadeur pour l'innovation numérique à Bruxelles, Washington, New Delhi, chargé de négocier des clauses de réciprocité technologique dans les accords commerciaux. Bref, il y a tant à faire. Exercice 4, réflexion critique. La fragmentation technologique entre blocs, UE, États-Unis, Chine, favorise-t-elle ou entrave-t-elle l'innovation globale? Vous pouvez donc débattre en mobilisant le concept de l'asymétrie numérique. Vous pouvez donc focaliser sur la concentration des capacités critiques, la symétrie numérique, l'exclusion des écosystèmes d'innovation, les diversités cognitives. Vous pouvez axer sur la duplication inefficace et les gaspillages, fragmentation des marchés, augmentation des coûts, ralentissement des adoptions, dilution des ressources, innovation redondante et cumulative. Donc la fragmentation peut stimuler l'innovation locale, mais elle peut être aussi défensive, motivée par plus de sécurité que par la créativité. Bref, c'est à vous de concevoir et de réfléchir à cette fragmentation technologique, ce qu'elle accentue comme asymétrie numérique dans cette confrontation systémique. Bien, arrivons donc à la fin et la conclusion. La synthèse, en 10 points. Premier point, la technopolarité redéfinit le pouvoir autour de la maîtrise des infrastructures critiques. Deuxième point, l'innovation n'est plus neutre, elle est devenue un enjeu géopolitique. Troisième point, l'asymétrie numérique crée de nouvelles dépendances structurelles. Quatrième, les alliances technologiques, TTC, Chip4, sont des leviers de souveraineté. Cinquième point, l'objectif n'est pas l'autarcie, mais l'autonomie par la coopération, l'e-shoring.
Sixième point, une stratégie d'innovation souveraine repose sur les 3 C, capacité, coopération, création de normes. Septième point, les middle powers, donc Corée du Sud, Turquie, Canada, jouent un rôle de traduction normative entre blocs. Huitième point, la fragmentation normative, Union européenne versus Chine versus États-Unis, impose des choix stratégiques aux innovateurs. Neuvième point, l'accès aux semi-conducteurs est le talon d'Achille de toute stratégie technologique. Et enfin, le 10e point, l'innovation stratégique est un alignement entre vision nationale, capacité industrielle et positionnement géopolitique. Donc, pour résumer, carte mentale textuelle, innovation dans un monde technopolaire, c'est un fondement. La technopolarité, c'est le pouvoir, c'est le contrôle des technologies. 3 leviers stratégiques, capacité industrielle, recherche et développement, talent, infrastructure. Coopération, TTC, Chip4, Global Gateway, création de normes, UNESCO, OCDE, ITU. Les enjeux, l'asymétrie numérique vers la dépendance, fragmentation vers le split Internet, souveraineté vers l'autonomie stratégique. Objectif, innover sans dépendre, autonomie par la coopération. Les références bibliographiques, c'est donc toujours Akili, Cognitive Diplomacy et Digital Autonomy, mais nous avons des références complémentaires, Technopolarité, The New Global Order, OCDE, Principes sur l'intelligence artificielle, l'UNESCO, recommandations toujours sur l'éthique de l'intelligence artificielle, la Commission européenne avec l'European Chips Act, la colonisation digitale de l'UNESCO, enfin les WIS, cybersécurité et le Covid-19 pandémique, cas de figure sur les chaînes d'approvisionnement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous une agréable journée ou soirée.